Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut les extraterriens. Cet épisode avec Julien Bahin est un peu spécial. En effet, Julien a pour caractéristique d'avoir été un grand champion en aviron, comme vous allez le découvrir. Mais aussi de s'être expatrié au Canada avec femme et enfants à côté de Vancouver. Croyez-moi, c'est vraiment une histoire incroyable. C'est pour cette raison qu'avec Anne Fleur du podcast French Expat, nous avons eu l'idée de faire un petit partenariat et une double interview. Anne Fleur l'a interviewé sur son expatriation et moi plutôt sur son parcours sportif. Bien sûr, ça s'est entremêlé. J'adore vraiment le podcast French Expat qui raconte des histoires de Français qui sont partis vivre à travers le monde. Vraiment, moi aussi, ça me fait voyager. En plus, Anne Fleur fait du super contenu. Son travail est soigné, vraiment de qualité. Et c'est une excellente intervieweuse qui m'inspire beaucoup. Je suis même un peu jaloux car son épisode est plus sympa que le mien. Mais chut. Alors, je vous recommande vivement d'aller écouter sa conversation avec Julien Bahin sur le podcast French Expat. Allez, bon épisode. Eh bien, c'est bon, j'ai appuyé sur record et on est en train d'enregistrer avec Julien Bahin. Salut Julien, comment vas-tu? Salut Bart, ça va très bien. Eh ben, écoute, je crois que c'est le deuxième épisode que j'enregistre avec autant de décalage horaire. Je crois que j'avais fait Johan Defay, mais qui était en Australie. Donc effectivement, là on a 10 heures de décalage, c'est ça? 9 heures exactement avec Vancouver. Ouais. 9 heures. Avec Vancouver, donc ouais, effectivement, parce que tu es sur la côte ouest canadienne, dans une des plus belles régions du monde, en tout cas pour les gens qui aiment la montagne et qui aiment la nature, une région qui est très préservée. J'aurais quelques petites questions effectivement parce que je rêve un peu de grands espaces en ce moment, donc je suis très curieux un peu de savoir qu'est-ce qui t'a donné envie. J'ai une petite idée bien sûr, mais tu le dises un petit peu avec tes propres mots. Mais comme je te le disais, la tradition sur le podcast extraterrien, c'est de commencer par l'enfance et de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Écoute, ça tombe bien parce que je pense que c'est parfait pour le moment actuellement. C'est mon premier souvenir de sport, c'est pas probablement, j'en suis sûr parce que je m'en souviens, c'est les Jeux Olympiques de 92 Barcelone. Et j'avais 6 ans à l'époque, et j'ai souvenir de rentrer des activités d'été et de regarder les Jeux en fait. Et de rentrer et d'être pressé de regarder les Jeux Olympiques à la télé. Alors, j'ai pas un souvenir exact de me dire cette performance-là plus qu'une autre, mais c'était pour moi ma première relation à regarder le sport à la télé vraiment, et j'en ai un souvenir, presque un souvenir d'été en fait, à l'âge de 6 ans. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je le vis en ce moment parce que c'est les Jeux Olympiques d'hiver. Les Jeux Olympiques d'hiver, c'est assez important au Canada. J'ai envie de te dire, plus important que les Jeux d'été ici. Et mes enfants, ils ont 5 ans et 3 ans, enfin 6 ans presque, et près de bientôt 4 ans.
Et et en ce moment, il rentre de l'école et on regarde les Jeux Olympiques. Et je vois ma fille qui est là, qui regarde les Jeux Olympiques de Pékin. Et donc, voilà, c'est l'occasion pour moi, pour la première fois, de leur raconter un peu plus sur ce que moi j'ai vécu à Pékin en 2008, mais aussi tout simplement les Jeux Olympiques. Et je vois dans leurs yeux un peu parce que j'ai pu probablement vivre à ce moment-là. Ok. Tu leur as partagé quelques souvenirs précis? Qu'est-ce que tu leur as dit? Bah, tu sais, c'est un peu, on voit les médaillés, les gens heureux, les gens qui pleurent, des sports différents, et déjà leur raconter un peu l'aventure olympique. J'ai sorti pour, je pense, la première fois avec ma fille, ma médaille olympique, et lui raconter un peu de ce que c'est, de lui raconter un peu les coulisses d'une performance comme ça, et puis de mettre ça en relation avec ce qu'elle voit à la télé finalement, et c'est un peu lui donner, je pense, le goût. Le goût du sport, mais aussi de se rendre compte de ce que c'est aussi, et en tant que papa maintenant, qui pratique plus le sport à haut niveau, hein, mais de lui donner un peu et de leur donner un peu le goût de l'effort, et en tout cas du sport en général. Ok. Et toi, ces jeux de 92 à Barcelone, tu les avais regardés avec tes parents peut-être? Probablement oui, c'était avec mes parents. J'ai pas un souvenir. J'avais 6 ans, donc j'ai pas un souvenir clair. Je revois notre maison à l'époque, je revois où était la télé, je me revois rentrer et vouloir regarder les Jeux Olympiques. C'est un peu le souvenir que j'ai, voilà, de ce moment-là. C'est pas très précis. Ok, ok. Non, puis c'est vrai que tu vois les jeux, ça, au final, ça dure quoi en général 2 semaines. plusieurs semaines, et du coup, ça devient une espèce d'habitude, un petit rituel que tu construis en famille, et c'est un moment qui est convivial et effectivement qui marque. Donc je vois très bien, je vois très bien. Et tu te souviens de qui ramait pour la France à l'époque, ou aucun souvenir? Oh non, je m'en souviens. Je m'en souviens pas de l'époque. Après, je le sais maintenant parce que voilà, pour avoir pratiqué l'aviron, je sais qui a fait quoi, et qui était au jeu de 92, mais à l'époque je me souviens pas. C'est marrant, je me souviens pas avoir vu de l'aviron en tant que tel. Je me souviens de l'athlétisme, je me souviens de Ouais, bien sûr. l'équitation. Enfin voilà, je me souviens de sports comme ça, qui du coup j'ai fini par faire de l'équitation, par commencer par de l'équitation. Ouais. Alors est-ce que et probablement c'est ce qui m'a donné envie de le faire, et c'est ça en fait, c'est ça que je trouve la magie d'événements comme ça, que ce soit les coupes du monde de football ou des Jeux Olympiques, c'est que ça donne envie à des jeunes de se lancer dans un sport, et que je pense que Ouais. chaque parent devrait utiliser la puissance du sport, en tout cas la puissance de ces événements-là, pour donner l'envie à leurs enfants de simplement être actifs, et de sortir, et d'être dehors, alors que ce soit dehors, dedans, selon le sport, mais d'être dehors, en dehors de chez soi en tout cas, pour pouvoir bien profiter d'un sport. Ouais, bah ouais, en plus c'est une décharge d'émotions telle, tu vois, à la fois en tant que spectateur, mais aussi quand on voit les athlètes gagner ou perdre. Je pense que les enfants sont très sensibles à ça, à ces moments de joie ou à ces moments de tristesse, et forcément ça marque, quoi. C'est très très fort. Comme un enfant reçoit toutes les émotions avec beaucoup plus enfin, sans filtre, quoi. Je pense que c'est aussi ce qui drive et ce qui donne envie, quoi, plus tard. Et du coup, toi, tu commences par l'équitation. Qu'est-ce qui Est-ce qu'il y a eu un contexte favorable à ça? T'habitais à côté d'un centre équestre, ou je sais pas, tu regardais Lucky Luke, j'en sais rien. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Moi, j'ai pas. Alors, je pense qu'il y a dû y avoir à un moment donné, le contexte, bien sûr. Il y avait un centre équestre pas trop loin. Euh, il y avait. Je pense qu'à l'époque, j'ai dû demander à faire de l'équitation parce que j'ai dû en voir à la télé, tout simplement. Voilà, donc Ok. j'ai commencé jeune. J'ai commencé pour ça, je me dis, ça a dû être euh, concomitant avec ces jeux-là, parce qu'à l'âge de 6 ans, je commence l'équitation, donc j'ai dû voir ça. Il y avait le centre équestre à côté, mes parents m'ont inscrit à l'équitation, donc j'en ai fait quasiment 7 ans, quoi. Donc ça n'a pas été rien, et bien progressé dans le sport Ouais. en tant que tel. Euh, et voilà, après j'arrête l'équitation pour un certain nombre de raisons. Alors bien entendu, moi je suis d'une grande fratrie, on est 5 enfants, c'est pas un sport ou une pratique qui est, j'ai envie de dire, bon marché. À un certain moment, ça commence à devenir Ouais.
dispendieux, et puis ça c'est une des raisons. Puis j'ai eu des problèmes de santé, oui, des problèmes de santé avec j'ai grandi très vite avec une scoliose bien prononcée, et donc à l'époque les docteurs, mon docteur de famille me dit écoute, il faut que tu fasses un sport, il faut que tu fasses un peu plus de un sport physique en tant que tel. Alors, je sais que les équitants vont probablement me dire que l'équitation c'est aussi un sport, mais à l'époque, voilà, il fallait que je me fasse, il fallait que je me muscle, il fallait que je me renforce au niveau du gainage, et puis que je fasse une pratique un peu plus physique en tout cas. Et et donc à l'époque, vu ma condition qui était quand même encore une fois scoliose assez prononcée, et ça a été l'équitation ou la natation. L'aviron ou la natation. Il fallait que je quitte l'équitation, et parce que c'est des sports portés en fait avec des impacts, peu d'impact. Je connaissais ni l'un ni l'autre, ou en tout cas je savais que j'étais pas forcément à l'aise dans l'eau, ou pas du tout même à l'aise dans l'eau, avec une phobie de l'eau assez prononcée. Et donc c'est à reculons, ouais, non, c'est à reculons. Je sais que ça choque les gens de temps en temps, mais je suis pas à l'aise dans l'eau. Je pense que je suis pas capable de tenir très longtemps, en tout cas de rester au-dessus de l'eau très longtemps. Donc ça a été, je me suis dirigé vers l'aviron parce que à reculons, mais voilà, parce que c'était sur un bateau et j'étais pas dans l'eau. Et c'est pour ça en 99, j'ai tourné la page de l'équitation et je me suis lancé dans l'aviron. Ok. Et ton médecin a pas essayé de te décourager justement, parce que sur l'aviron, parce que le dos est quand même alors bon, tu muscles énormément le dos, mais tu vois, moi j'avais entendu dire aussi que c'était certaines pathologies pouvaient être provoquées justement par le fait d'être un peu trop assis, d'avoir un peu le dos courbé par certains moments, s'il y avait un mauvais placement et tout. Ça n'a pas été ton cas? Alors moi, la condition à l'époque, c'était un manque de gainage et un manque qui faisait que j'étais en train de m'affaisser sur moi-même en fait. Donc pour simplifier le problème, donc c'est Ok. le fait de faire de l'aviron à ce moment-là. Alors oui, effectivement, l'aviron à haute dose, et j'en suis un exemple aussi, c'est que j'ai eu des pathologies après créées par l'aviron à très haut niveau, notamment déjà une chirurgie du dos et d'autres, mais qui n'avaient rien à voir avec ma scoliose en fait. La scoliose a été assez rapidement résolue par le fait que j'ai fait du sport, j'ai fait un sport qui était complet, qui m'a permis de me muscler et de renforcer mon gainage, et ça a résolu le problème. Après, j'ai créé d'autres problèmes sur le long terme à faire de l'aviron à trop haut niveau, j'ai envie de dire. Mais probablement j'aurais pas fait du patinage de vitesse, voilà, où t'es toujours courbé en avant et utiliser que tes jambes. Je pense pas que c'était à ce moment-là une bonne réponse au problème que j'avais. Ok. Non, mais c'est quand même marrant, et c'est quand même peut-être un message à faire passer à tous les papas et les mamans qui nous écoutent, c'est que t'as peur de l'eau, t'as a priori pas un dos super puissant, alors que c'est quand même un des muscles les plus sollicités dans l'aviron, et ça t'a pas empêché d'avoir une super carrière remplie de médailles, de joie et de plein de performances, quoi. Donc j'ai presque envie de te dire que rien ne te destinait à ce sport-là, quoi. Enfin, est-ce que toi, avec le recul, il y avait quand même des signes annonciateurs je sais pas, d'un gros palmarès, ou en tout cas de grosses performances dans l'aviron? Oh, pas du tout. Et c'est vrai que si tu parles de conseils à des papas ou des mamans, voilà, qui nous écoutent, là, je pense que je dis souvent ça quand j'interviens soit dans des écoles ou auprès d'entreprises, ou qui me posent cette question-là, tu peux pas forcer quelqu'un à aimer quelque chose finalement. Ça doit venir avec la passion, ça doit venir avec le temps. Alors bien entendu, en tant que parent, on aide, peut-être on insuffle certaines valeurs ou certains concepts, mais je pense que rares et très très rares sont les enfants qui ont pu performer à très haut niveau après avoir été finalement poussés par leurs parents. Et quand je dis poussés, c'est vraiment poussés par leurs parents. Alors il y a des exemples, hein, on les trouvera les exemples, mais je pense que la majeure partie, les 99% des athlètes de très très haut niveau, ils ont tout simplement déjà aimé ce qu'ils ont fait en commençant, voilà. Alors en ayant un rêve, en ayant envie de peut-être d'aller aux Jeux Olympiques, ou peut-être simplement de
comme moi, peut-être à un moment donné, c'est juste de réparer un problème et à reculons. Et quand je le dis, j'y suis allé à reculons à l'aviron. C'était pas une histoire d'amour de suite. Donc c'est plus moi ce que je donne comme conseil aux parents, c'est d'accompagner, c'est pas de pousser quoi. Et probablement le plus grand cadeau que mes parents m'ont fait, ça n'a pas été à ce moment-là, c'est de m'inscrire au club d'aviron, mais de me dire, écoute Julien, voilà, t'as un problème, fais au moins 1 an, on t'inscrit et t'y vas et au bout d'1 an, on verra où t'en es quoi. Voilà. Mais par contre, c'est pas un mois, on est engagé dans le process et parce que ça c'est les valeurs que mes parents m'ont inculquées, c'est de voilà, quand on se lance dans quelque chose, on le fait bien quoi. Et ça, je pense que déjà, c'est 80% de la solution quand on fait du très haut niveau. C'est que voilà, quand on s'engage dans quelque chose, on va au bout, quoi. Et j'avais donné une intervention dans une école privée en Corée quand j'étais aux Jeux Olympiques en 2018 là à Pyeongchang pour les Jeux d'hiver. Et l'intervention justement, elle était autour des parents qui poussent leurs enfants à faire certains sports. Sur le principe que voilà, mon fils va être le futur Zidane, ou mon fils devrait être le futur Gretzky en hockey, ou parce que ils ont presque l'impression, les parents, qui veulent vivre ce qu'ils n'ont pas vécu et le transmettre par leurs enfants. Et on a tous l'impression que nos enfants sont les septièmes merveilles, voilà, les meilleures merveilles du monde, qui vont tout réussir à notre place. Et c'est ça le pire, c'est les parents sur le bord du terrain qui sont en train de crier, voilà, en train de pousser les enfants plus fort que ce que les enfants peuvent le faire. C'est pas comme ça, en tout cas, que moi je le dis, c'est pas comme ça que votre enfant deviendra champion olympique, c'est pas comme ça que votre enfant gagnera la Coupe du Monde de soccer ou de football ou quoi. Enfin, faut être là, il faut inculquer des valeurs. Et moi, la meilleure chose, que quand les gens me disent tes enfants vont être les futurs rameurs, ils vont être champions olympiques puisque voilà, vous êtes tous les deux rameurs, ou des rameurs de très haut niveau. J'ai envie de regarder, je dis maintenant, moi, si ma fille a envie de faire de l'équitation parce que c'est ce qu'elle a envie de faire, ou parce qu'elle est inspirée en ce moment pour faire du ski, alors bien entendu, ça sera peut-être un peu plus dur si on n'a pas de montagne à côté de chez nous. Mais j'ai juste envie de l'accompagner finalement dans ce qu'elle a envie de faire. Et ce sera déjà et de lui inculquer des valeurs des valeurs d'effort, des valeurs de partage, des valeurs qui font que le sport est spécial. Et c'est en faisant ça qu'après, peut-être elle poussera la porte un peu plus loin et qu'elle ira dans le haut niveau. Mais j'ai pas forcément envie de l'envoyer là-dedans. Ouais, ok. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que la frontière est fine entre effectivement inculquer des valeurs et notamment inculquer un peu de résilience, comme ça a été le cas pour toi, parce que l'aviron, c'est pas un sport facile. En hiver, il faut aller ramer, t'es mouillé, qu'il pleuve, qu'il vente, il faut y aller aussi. T'as les mains qui terminent un peu en charpie la première année avant qu'elle commence à se faire. Tu te fais un peu aussi crier dessus, faut le dire, enfin dans certains cas. Tu vois, donc t'es obligé un petit peu de pousser parce que le jeu est peut-être un tout petit peu moins présent que sur des sports de balle ou des sports où vraiment tu t'amuses beaucoup plus. Et justement, pousser un peu trop, justement, aller sur le haut niveau, quoi. C'est sûr que, et c'est un débat qui est hyper intéressant, notamment, je sais pas si tu l'as vu, le film La méthode Williams, qui est sorti récemment, mais ça fait réfléchir, tu vois. Moi je l'ai vu, je suis sorti là, j'étais un peu abasourdi, et en même temps ça c'est bien parce que l'histoire se termine bien, tu vois, pour Serena et pour Vénus. Mais tu te dis le nombre d'enfants qui sont passés un petit peu à côté d'une enfance dans laquelle ils auraient été plus heureux et plus épanouis, quoi. Donc c'est vraiment d'actualité ce que tu dis là, quoi. Ouais, et puis tu sais, le sport peut avoir des effets bénéfiques comme il peut avoir des effets dévastateurs. Et quand on pousse comme ça, comme tu dis, Serena et Venus Williams ou Agassi, ou enfin, j'ai des exemples, il y en a plein. Il y en a plein, mais il y en a pas beaucoup finalement. Quand tu regardes le nombre, la quantité de gens qui essayent, tu fais presque plus de dommages quand tu veux vraiment pousser quelqu'un que vraiment les faire grandir en tant qu'individu. Et parce qu'il y a une vie après le sport souvent. Enfin, voilà, à un moment donné, ça s'arrête. On n'est pas fait pour ça toute sa vie. En tout cas à haut niveau. Donc c'est vrai qu'il faut il faut d'abord aimer ce qu'on fait, et pour en revenir à mon histoire, tu te rends compte que j'y vais à reculons, j'y vais parce que je dois soigner un problème de dos. Au début, j'accroche pas forcément, et voilà, comme tu dis, il pleut, il neige, il vente, j'ai les mains en charpie, j'aime pas forcément l'eau, donc j'ai un peu la peur de tomber, surtout quand au début tu commences à des bateaux stables, et puis au fur et à mesure on te fait progresser dans des bateaux un peu moins stables.
Bon voilà, c'était pas forcément une histoire d'amour, mais immédiate. Mais par contre, ce qui s'est créé, c'est tu pousses la porte d'un club, tu pousses la porte d'un environnement nouveau qui est pas ta famille. Donc tu te crées une nouvelle famille. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le déclic. C'est que j'ai trouvé un environnement où j'ai pu exister, en tant que d'adolescent de 14-15 ans qui se découvre, qui a aussi envie de se découvrir en dehors de sa famille. Ça m'a permis de voyager. C'était mes premières expériences vraiment de compétition à l'autre bout de la France, de charger le camion du club et puis avec la tente et puis d'aller à la régate de Bordeaux le week-end en mai. Et ça, ce genre de choses, ça a été pour moi, c'était le déclic. J'ai été dans un groupe à l'époque de jeunes minimes au club d'Angers Nautique Aviron et t'es un des membres de l'équipe et tu prends ta place et tu découvres que t'es meilleur que certains ou que tu commences à prendre confiance en toi et moi c'était la compétition qui m'a vraiment fait accrocher. C'était ce côté à se pousser à me pousser individuellement au sein d'un collectif avec des gars avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui alors que voilà on partage ça alors c'est quelque chose de spécial quoi. Et moi c'est ce qui m'a fait accrocher et donner l'envie de revenir la saison d'après, de pas raccrocher les rames au bout d'une saison comme j'avais dit initialement et de me dire tiens il y a peut-être quelque chose de plus, ouais. J'ai envie de pousser plus loin et ça a été qu'au bout de 2 ans j'ai envie de te dire que vraiment j'ai découvert que il y avait un potentiel de haut niveau, que je pouvais aller plus loin, mais ça a pas été immédiat donc voilà, encore une fois, les parents qui mettent leurs enfants en pensant qu'en un mois ils vont réussir à résoudre les problèmes et en transmettant finalement leur envie d'être bon à un sport et en faisant tomber ça sur leurs enfants, je pense que c'est pas la solution. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que effectivement il y a aussi avec les années aussi une autre forme d'éducation et je pense qu'on est une génération un peu plus ouverte où on a envie peut-être de proposer un autre monde et un autre type d'éducation à nos enfants. Donc c'est intéressant que tu le dises. Et d'ailleurs, il y a très peu, enfin en tout cas pas que je sache, tu vois, toutes ces histoires d'enfants un peu forcés, ça vient souvent de parents qui ont échoué ou même qui ont jamais essayé eux-mêmes, tu vois. Dans le cas du père des Williams, je crois, enfin, il n'a jamais été joueur, tu vois, de haut niveau ou quoi. C'est juste, il s'est dit à un moment, tiens, je vais le faire. C'est une bonne idée que mes filles le soient, mais lui, il a jamais vraiment essayé. Et je pense qu'il y a aucun sportif de haut niveau qui a connu, on va dire, les médailles, les palmarès et tout, qui a envie de vraiment pousser son enfant et qui a envie de le forcer. Enfin, en tout cas, pas que je sache. Bon, je vais pas dire des choses pour des bêtises, mais en tout cas, c'est un sujet intéressant. Et pour en revenir effectivement à la camaraderie, je l'ai entendu souvent dans l'aviron que c'était pour généralement, c'est un peu, on arrive dans l'aviron un peu par hasard des fois, et puis on y reste pour le club, la camaraderie, l'ambiance qui y règne. J'avais interviewé Jérémy Azou aussi, que tu connais sûrement. D'ailleurs, il était il y a encore pas si longtemps que ça dans la région, non ? Si je me trompe. Ouais, c'est ça. Oui, on habitait. On habitait pas très loin. Il était. Il est venu plusieurs fois ici chez moi. On a passé des week-ends sympas. Et oui, non, je suis un très bon. Jérémy, c'est un très bon ami. C'est un très bon ami. Très cool. Bah ouais, il me disait effectivement que il y avait une super ambiance dans les clubs d'aviron et même après, ça t'inculque des valeurs et une espèce de solidarité et de fratrie qui est assez unique. Donc j'en doute pas. Et à chaque fois que je rencontre des rameurs, il y a de très très belles valeurs derrière ça. Tu mentionnais que au bout de 2 ans, tu te rends compte que tu peux faire du haut niveau. Tu t'en rends compte toi-même ou c'est, je sais pas, des coachs, des résultats particuliers qui te font avoir la puce à l'oreille? Tu te rends compte que tu progresses bien. Enfin moi à un moment donné, je me rends compte que je vais plus vite que les autres ou que tu sais les petites régates locales, t'es un peu au-dessus du lot. Il y a 2-3 indicateurs, on fait pas mal de tests sur ça s'appelle l'ergomètre ou la machine à ramer, le fameux concept 2 qu'on a dans les gyms, dans les clubs de gym. Tu te rends compte que là à ce moment-là, j'ai des capacités qui sont un peu encore une fois je dis au-dessus du lot. J'aime pas trop dire ça, mais voilà, je vais plus vite que les autres. Je commence à battre 1 ou 2 records ici ou là et ça te met la puce à l'oreille. Oui. Après moi j'ai un souvenir
assez mémorable de mon entraîneur. J'étais en train de m'entraîner donc en skiff, ce qui est le bateau solo, en individuel, et je me souviens de voir sa tête avec un grand sourire. Et donc mais à sourire, je pensais qu'il se moquait de moi en fait. Et je me souviens de m'arrêter et de lui dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je fais de mal. Et il me dit non, moi je pense que tu iras vite et que tu es capable de rentrer en équipe de France. Et à l'époque, alors à ce moment-là, je me dis, je me souviens que ça a vraiment cliqué dans ma tête. Je me suis dit, ah oui, il y a quelqu'un qui croit en moi finalement. Et c'est tout bête, hein. Ça commence comme ça. C'est quelqu'un qui croit encore en toi, que tu peux aller pousser un peu plus loin. Et puis voilà, la roue elle s'est enchaînée, voilà, ça s'est enclenché, le système s'est enclenché et puis assez rapidement les résultats et ont commencé à venir. Alors avec des hauts débats, des choses qui vont plus ou moins bien ici ou là, mais assez rapidement quand tu crois en toi et bon, alors t'as des prédispositions. J'avais clairement des prédispositions, mais encore une fois, le travail fait le reste. Hein. Être doué, c'est bien. Être que doué, rester dans son canapé, Ouais. Bon, ça fait pas. Ça, il y a le travail. Il faut mettre le travail et les heures, et puis l'envie de le faire, quoi. Donc voilà. Ouais. Puis ça reste un sport. Dis-moi si je me trompe. En plus le terme que j'avais utilisé est pas très glorieux, mais j'allais dire besogneux. Mais t'es obligé de faire quand même un gros volume d'entraînement. J'en parlais avec Jérémy et enfin, il bossait, on le voit s'entraîner le matin, le midi, le soir. Enfin, toi, j'imagine que ça devait être pareil. Alors, j'ai cru comprendre qu'en arrivant au Canada, le volume d'entraînement avait grossi, ou en tout cas, on regardait beaucoup plus les chiffres. Donc, je serais curieux de savoir aussi la différence de culture. Mais ça reste un sport où tu t'es obligé de vraiment quand même compter les heures et de compter les watts, quoi. Tu peux pas te planquer, ça c'est sûr. Non, ben c'est toujours pareil. Je pense qu'il y a une version. Il y a un côté don et un côté travail, et je pense que l'aviron est dans un ratio qui est le travail t'amènera plus loin que ton don, voilà. Et là où je pense qu'il y a d'autres sports, et tu vois, mon frère a été pro en hockey sur glace, et il a joué pro en France, et c'est vrai qu'on en parlait, c'est vrai qu'il y a un côté travail, il y a toujours un côté travail. Par contre, il y a un côté don qui est plus important, je pense, dans certains sports, la façon que tu as de patiner, de comprendre le jeu, voilà, il y a des choses qu'on n'invente pas. Et là où l'aviron, je pense qu'il y a des choses qu'on n'invente pas non plus, mais la partie travail, et on le voit très vite quand on est plus jeune. Ceux qui sont très doués au début, ils vont bien. Et puis moi, j'étais un tout petit peu moins doué, je pense, que d'autres. Donc au début, j'étais pas forcément à gagner ou pas forcément devant. Et puis tout d'un coup, ça s'inverse. Et ça s'inverse souvent par la quantité de travail et les heures qu'on met, quoi. Et oui, l'aviron, c'est un sport besogneux. Je sais pas si c'est le mot. En tout cas, c'est un sport qui nécessite beaucoup d'heures de travail, tel que je pense que la natation est relativement similaire aussi dans l'approche, ou la course à pied. Où il faut faut mettre les heures, quoi. S'il y a pas les heures, alors il y a encore une fois, il y a un côté don. J'étais prédisposé, je pense, par ma taille, par la taille de mes bras, la longueur de mes jambes, enfin bref, et puis mon l'aspect cardio qui pour moi est ma pompe, c'est ce qui est le plus, c'est ce qui me permet d'avancer vite, mais bon, faut mettre les heures pour le développer, quoi. Ouais. J'avais une petite question un peu technique, tu vois. Je suis en regardant un petit peu ton palmarès. Tu t'as navigué en 4 de couple, en 2 de couple. J'ai vu aussi des médailles en skiff. Donc skiff, c'est quand t'es tout seul sur le bateau. Comment, j'avais pas demandé à Jérémy, du coup je suis curieux de te demander à toi. Comment ça se décide, ça? Sur quel, est-ce que tu vas être à 8, est-ce que tu vas être à 4, à 2 tout seul? Comment est-ce que ça se fait? Et comment est-ce que tu choisis aussi si tu vas justement à ramer avec 2 rames ou une rame, désolé, j'ai oublié le terme technique. C'est le couple d'ailleurs, c'est ça. Alors oui, alors la couple, la couple. Comment est-ce que ça choisit ça? Ouais, vas-y. Explique-moi un peu tout ça, et comment est-ce que ça choisit quand t'es jeune, où est-ce que tu peux te positionner pour justement choisir un petit peu ton bateau et ta spécialité dans la discipline. Alors écoute, déjà la chose de base à comprendre, c'est qu'effectivement il y a 2 disciplines à l'aviron. Il y a la couple et la pointe. On est en couple, on rame en couple quand on a 2 rames, et on rame en pointe quand on a 1 rame par rameur. Donc comment ça se décide? Des fois c'est un peu c'est soit des cultures de clubs. Il y a des clubs qui ont une culture très forte de la pointe, j'ai envie de te dire, donc 1 rame par rameur. Et donc ça c'est 2, 4 ou 8. Donc
c'est pour ça qu'on entend parler quand vous regardez les Jeux Olympiques, le 2 de pointe, le 4 de pointe sans barreur, ou le 8. Alors souvent on dit le 8, mais c'est un 8 de pointe. Et puis voilà, la couple c'est 1, 2 ou 4. Et puis c'est une histoire de culture de club. Des fois c'est une question aussi de chance un peu, parce que moi je me suis retrouvé à un moment donné où il y avait un petit peu moins de rameurs dans mon club. Donc déjà voilà, le 8 c'est pas forcément possible parce qu'il n'y a pas 8 rameurs. Et puis je suis arrivé où voilà, j'étais un peu tout seul dans ma catégorie d'âge à ce moment-là, et donc je me suis retrouvé en skiff, donc qui est le 1 de couple, si on utilise le mot technique. Et voilà, donc je me suis retrouvé tout seul à ramer dans mon bateau, et donc je me suis spécialisé en couple, voilà, donc avec 2 rames. Donc à partir de ce moment-là, les sélections nationales se font dans l'un ou dans l'autre. Donc moi j'ai poursuivi ça en aviron de couple, et puis mes premiers Jeux Olympiques, je les ai fait en 4 de couple, donc 4 rameurs et 2 rames par rameur. Ok. Et comment se font les équipes, du coup, en équipe nationale? Il me semble que c'est une notamment pour les Jeux ou pour les saisons, c'est la fédération, non, qui choisit quelles équipes vont être alignées, ou les rameurs qui vont être alignés? Oui, c'est ça. Il y a un parcours de sélection tout au long de la saison qui permet du coup d'identifier des rameurs. Alors après, au bout d'un moment, il y a ceux qui sont là, qui font partie des meubles, j'ai envie de te dire, et qui performent de façon régulière, et donc c'est un peu, on sait qu'il y a, mais c'est aussi un moyen pour les jeunes ou les nouveaux de pouvoir venir se mesurer aux anciens et de montrer leur valeur. Donc moi j'ai suivi le parcours de sélection dans mes premières années, et puis c'est là que tu commences à battre des anciens ou être placé dans la sélection au cours de l'année. Et puis il y a en avril, il y a ce qu'on appelle les bateaux courts, c'est comme ça qu'on appelle ça. Si on fait de la couple, donc 2 rames par rameur, on fait les sélections en individuel. Donc là, tout le monde est en individuel, et ça permet d'identifier les meilleures individualités. Et pareil pour la pointe. Donc là, c'est au moins 2, une rame par rameur. Et donc à partir de là, selon s'il y a deux rameurs qui sont très très rapides devant, souvent ça donne un peu une indication qu'un 2 de couple peut aller bien. L'idée c'est de faire les bateaux les plus performants au niveau international. Donc c'est comme ça que se fait la sélection. Et puis il y a une fois qu'on est un peu dans le système, il y a beaucoup de stages hivernaux qui se font. Donc on bouge pas mal en France, et on s'entraîne avec. On n'est pas forcément de la même région. Moi j'ai beaucoup ramé avec Cédric Berès, qui est de Toulouse à l'origine. Moi j'étais à Angers, et puis à Compiègne après pour mes études. On n'est pas au quotidien ensemble, donc on est régulièrement réunis sur des lieux de stage pour pouvoir faire des kilomètres encore ensemble. Et encore une fois, il y a que les heures d'entraînement qui font on peut avancer à un moment donné. Ok. Et j'avais une petite question. Du coup, est-ce que les duos se font aussi un peu par affinité ou par connivence, tu vois? Ça peut être enfin, vous êtes adversaire une partie de l'année, vous êtes coéquipier une autre partie de l'année ou sur une autre discipline. Est-ce que c'est important de bien s'entendre avec le copain? J'ai cru comprendre d'ailleurs dans ton super échange avec Anne Fleur sur le podcast du coup French Expat que dans la sélection canadienne il y avait un peu une autre approche. En France, on essaye quand même d'avoir une affinité entre les rameurs ou pas? Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas dur à gérer d'avoir la personne avec qui tu rames qui va se retrouver par moment ton adversaire entre guillemets? Ouais, ça fait partie de la culture du sport aussi. C'est que on est adversaire un jour et coéquipier le lendemain. Moi, j'ai toujours dit, de façon, le but final, c'est d'avancer vite dans l'équipage. Voilà. J'ai pas forcément envie de ramer. Je vais pas ramer avec mes copains parce que c'est mes copains. Voilà. Au final, on va aussi vite. Et on le dit souvent aussi, on va aussi vite que l'individualité la moins rapide dans le bateau. Donc, je compare ça souvent. C'est comme si on faisait un relais, un 4x400 mètres relais ou 100 mètres relais avec les pieds et les mains liés, quoi. Voilà, c'est exactement la même chose. S'il y en a un qui trébuche, s'il y en a un qui est moins fort, qui va moins vite, tout seul on peut pas faire avancer le bateau. Voilà. Donc c'est important d'amener le groupe et l'équipage en tant qu'individu le plus haut possible en termes de niveau, mais alors tu parles de connivence, mais aussi de s'entendre bien, d'avoir une certaine symbiose. C'est quand même bien de se comprendre sans avoir des fois besoin de se parler. Mais on a besoin d'être amis pour ça. Moi, je pense que quand on partage des
un objectif commun et c'est ce qui fait aussi qu'on crée des amitiés par cet objectif commun. Donc c'est pas une finalité en soi d'être amis. Après voilà, par contre on passe beaucoup de temps ensemble, donc je pense que les amitiés elles se créent par le fait qu'on passe énormément de temps ensemble. Je pense que des fois on n'est pas forcément destiné pour être copains, mais on le devient. Et puis ça crée quelque chose. Tu parlais de camaraderie, de fratrie, voilà, ça crée quelque chose de spécial parce qu'on vit des choses qui sont extrêmes dans l'approche ou en tout cas on vit des moments uniques et forts. Donc non, je pense que c'est important. Alors après, les sélectionneurs le voient aussi. Hein. C'est en passant des heures ensemble, tu deviens ami, mais c'est pas parce que t'es ami que tu fais avancer le bateau. Donc en mettant les gens ensemble, en créant des duos, des 4 ou des 8, bah voilà, on crée une certaine dynamique d'équipe. Et c'est important de l'entretenir, cette dynamique d'équipe. Mais c'est pas une finalité. Donc des fois, on entend souvent hein, les gens qu'on ramait ensemble ou même dans d'autres sports. Hein, pas forcément les meilleurs amis du monde, hein, mais ils sont quand même champions olympiques ensemble, ou l'inverse, ils étaient super copains et ça a réussi ou pas. Voilà, donc ça prend c'est une alchimie assez particulière. Ouais, ok. Mais je viens de croire que ça doit être quand même pas facile à gérer d'être opposant un jour et puis le lendemain d'avoir un projet d'aller chercher une médaille en équipe à plusieurs. Donc c'est hyper intéressant comme mentalité. Effectivement, je pense que ça apporte aussi, ça force un peu à l'humilité, tu penses pas? Et au respect, non plus au respect les uns les autres, de savoir que tu peux à n'importe quel moment te retrouver à ramer ensemble pour un objectif commun. Donc t'es obligé de te respecter mutuellement, on va dire. Oh, totalement. Et je pense que c'est important. Et ça a été les erreurs que j'ai pu faire aussi moi personnellement. Hein, des fois, c'est facile de vouloir au nom de la compétition et puis de la sélection et puis dans le stress des fois des sélections, c'est alors je vais utiliser le mot écraser l'autre, d'avoir envie d'écraser l'autre pour pouvoir réussir soi-même. Mais on se rend compte à l'aviron que ça nous amène aussi loin que la sélection individuelle s'arrête, quoi. Voilà. À partir de ce moment-là, quand la sélection individuelle, si on n'est pas sélectionné en individuel en tout cas, enfin pas sélectionné, qu'on ne devient pas le bateau en individuel au niveau de l'équipe de France, bah voilà, on doit ramer quelqu'un. Et donc si ce quelqu'un on l'a humilié, écrasé ou je ne sais quoi, ça aide pas forcément. Mais quand c'est le concept même du système de sélection, bah voilà, on comprend qu'on doit performer individuellement pour pouvoir de façon au final être ensemble. Donc comme tu dis, il y a une dynamique assez particulière, ça amène un peu d'humilité, ça amène aussi des fois un jeu, une stratégie, parce qu'on connaît l'autre. Voilà, quand on commence à bien connaître son coéquipier, avec qui on rame depuis 5, 6, parfois 8 ans, puis qu'on doit aller se concourir contre lui pour essayer d'avoir sa sélection et de le battre. Bah voilà, on a des cartes dans ses mains qu'on connaît, on sait comment il va, on sait quoi utiliser, on sait comment le regarder au départ, on sait quoi. Enfin, on apprend à jouer de certains atouts qu'on peut avoir dans ses mains, mais ça fait quelque chose d'assez particulier. Comme je disais, ça crée des amitiés, voilà, qui durent encore plus longtemps. Ok, bon bah cool, ça fait plaisir à entendre. Et t'as remarqué une différence de culture de culture sportive justement entre le Canada et la France? La France restera, tu vois, toujours un grand pays d'aviron. Tu vois, je pense que quoi qu'il en soit, il y a plein de générations d'excellents rameurs. Toi, t'as fait peut-être que tu peux expliquer un petit peu le contexte pour expliquer aux auditeurs, mais vu que tu avais la double nationalité, tu as fait le choix de tenter l'aventure canadienne, ce qui est assez rare finalement dans le sport de haut niveau. On commence à le voir notamment avec des changements de règles sur des sports collectifs, mais il y a une grosse différence de culture, tu vois, entre ce que tu as pu vivre en France et ce que tu as pu vivre outre-Atlantique? Oui, c'est toujours assez impressionnant et intéressant de voir comment est-ce qu'un même sport, avec des gens qui ont réussi à performer par le passé, j'ai envie de dire de façon équivalente, la France ou le Canada, voilà, c'est des pays qui ont aussi une grosse culture de l'aviron, qui ont eu des résultats à plein de niveaux différents et voilà, des bateaux qui ont été champions olympiques et de voir comment est-ce que le même sport peut être approché de façon complètement différente. Et pourtant, la règle de départ, elle est claire, hein, c'est d'aller le plus vite possible sur 2000 mètres et on peut approcher le sport différemment. Et quand
quand j'ai décidé en 2014 de prendre l'avion, de pacter mon sac et d'aller de l'autre côté et de voir ce qui s'y passait et de tenter l'aventure canadienne, comme tu le disais, je me suis rendu compte que le sport était l'approche était différente. Et l'approche est différente, si je peux m'exprimer ainsi, il y a la France qui est dans une culture, je pense, de la beauté du sport. Voilà, je vais utiliser cette expression-là. Okay. Il faut que ça ait l'air beau, et c'est en ayant l'air beau et en regardant comment est-ce que les gens bougent ensemble et l'aspect technique que le bateau va avancer. Et on s'occupe. Alors, encore une fois, je simplifie à son strict minimum, et on s'occupera de l'aspect physique après. Le Canada a l'approche inverse qui est je vais prendre des gens qui sont forts, je vais m'occuper d'être sûr que les moteurs ronronnent comme il faut et que la physiologie est à son maximum, et puis je les mettrai dans des bateaux et puis je verrai comment on leur apprendra à ramer plus tard, quoi. Alors c'est un peu simplifié, mais c'est ça, quoi. Donc on se retrouve avec des rameurs au Canada qui sont physiquement très forts, beaucoup plus forts que ce que j'ai pu globalement voir en France. En tout cas, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Et puis, mais par contre, c'est rude quand ça rame, quoi. C'est fort, ça oublie quelques détails techniques. Là où la France, on s'occupe du petit doigt sur la vidéo, on s'assure que tout bouge bien ensemble. Puis, c'est en mettant les heures qu'on espère que les rameurs deviendront forts. Et alors ça change, hein. Encore une fois, c'est un peu un stéréotype, hein, que je mets en avant, mais ça a été pour moi un choc, et c'était un choc directement. Mon corps a pas pu suivre, hein. J'ai au bout de 6 mois, je me suis retrouvé à l'hôpital avec un dos en vrac. J'avais déjà des problèmes de dos en partant de France, donc je sais pas, que mon dos était en pleine santé. J'avais déjà une hernie discale qui était pas au mieux, une protusion sur un autre niveau de lombaire, donc j'avais déjà une faiblesse là, mais le fait d'être dans un entraînement et dans un système, et était dans une routine d'entraînement, ton corps s'adapte au quotidien. Il y a pas de changement, mais le changement un peu brutal, hein, complètement brutal d'environnement, de type d'entraînement, où tout d'un coup on passe beaucoup plus de temps sur la machine à ramer, où les gens rament pas forcément de la même façon. Mon corps a pas suivi, quoi. Et donc je me suis vite retrouvé à l'hôpital, aux urgences et en chirurgie un peu d'urgence pour pouvoir sauver ce qui restait de mon dos à ce moment-là. Donc ouais, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'on peut faire le même sport et l'approcher de façon complètement différente. Ok, hyper intéressant, d'entendre effectivement cette différence de culture et d'appréhension. T'es arrivé au Canada avec de réelles ambitions sportives, ou c'était essentiellement, tu vois, une opportunité aussi de changer de vie et de vivre quelque chose? Parce que en fait, je me suis posé la question parce que quand tu racontes ta traversée de l'Atlantique, c'est quoi? C'est un an avant? C'est en 2013? 2013. Ouais, 2013, ouais. Déjà, j'ai trouvé ça hyper audacieux comme projet en plein milieu d'une carrière sportive et tout, de se lancer là-dedans. En plus, magnifique projet que tu fais. J'ai l'impression que là aussi, c'est une histoire d'homme avec Pierre, qui était ton compagnon de Patrick Favre. Patrick, pardon, excuse-moi, je dis Pierre, mais Patrick, désolé, c'est l'heure, moi, il va être l'heure d'aller se coucher. Ouais, je me suis dit, est-ce que à ce moment-là, ouais, tu rêves déjà un peu d'autres choses, ou de nouvelles aventures, de nouveaux challenges aussi? C'est quoi un petit peu la genèse de ce départ au Canada? Ouais, écoute, les deux sont liés et à la fois ne sont pas liés. C'est-à-dire que la traversée de l'Atlantique, c'est à la rame, c'est un projet post défaite de Londres, où on se voyait déjà en haut de l'affiche, quoi, hein. C'était un peu pour paraphraser, hein, on se voyait déjà en haut de l'affiche, on n'a pas réussi à être en haut de l'affiche, donc le retour à la réalité, en tout cas le retour seul, quand on n'a pas réussi après avoir imaginé tant de choses, il était un peu rude, et puis l'opportunité était là. Encore une fois, tu parlais d'histoire d'homme, avec c'est une histoire d'une rencontre déjà à l'origine, et puis l'envie de performer là où j'avais pas performé à Londres, et de me lancer dans un
truc complètement fou. Enfin, ça a été vraiment complètement fou parce que quand j'y repense, des fois je me dis même est-ce que c'est moi qui ai fait ça, c'est quelqu'un d'autre en moi qui a fait ça, c'est pas moi en fait. C'est comme ça que je l'interprète souvent et c'est ça, c'est presque en réaction et très réactionnel dans l'approche. Voilà, je me suis lancé ce défi-là. Donc voilà, au final ça s'est bien passé. Après, enfin voilà, on pourrait passer un autre podcast entier probablement à parler de la traversée de l'Atlantique, mais voilà, énormément appris sur moi-même à l'âge de 26 ans, me lancer là-dedans. J'apprends encore plus que ce que je pensais. Je me retrouve de l'autre côté. Et puis je me dis à ce moment-là, par exemple, j'apprends que vouloir gagner, vouloir battre des records à tout sens, c'est pas forcément le but. Voilà, le but c'est déjà d'apprécier l'aventure en tant que telle, parce que c'est comme ça que le résultat arrive et pas l'inverse, quoi. Et je pense que ça a été la leçon de Londres, mais il m'aura fallu la traverser pour comprendre que quand on part en se disant qu'on va traverser en battant le record du monde, il y a des choses qui sont en jeu qui sont beaucoup plus fortes que nous parfois. Voilà, il y a de la chance. Je veux dire, déjà n'importe qui, quoi qu'on en dise, des Jeux Olympiques, une finale ou quoi, il y a un élément de chance, il y a un élément de comment on arrive là, de l'approche mentale qu'on a d'arriver à l'événement. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu que voilà, j'avais, je pense, sous-estimé. Voilà, je pensais que je pouvais tout contrôler. Et je vais le dire, je pensais qu'à 26 ans, à ce moment-là, j'étais capable de contrôler tout et de mettre ma performance au centre et qu'avec ça qui comptait. Et j'ai traversé en me disant que j'allais battre le record du monde, que c'était le moyen que j'allais de pouvoir performer et de me rendre fier de moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte au milieu, quand tu prends une ou deux tempêtes, que tu te retournes, que tu vis des choses qui sont extrêmes et qui mettent même ta vie en jeu, que le but de tout ça, c'est pas d'être champion du monde ou de battre le record du monde, c'est tout simplement de vivre la traversée pour ce qu'elle est. Et j'en suis aussi fier aujourd'hui que si j'avais battu le record du monde voilà. Donc c'est ça que j'ai appris. Et donc je rentre en France après ça et je me dis moi l'aviron j'aime encore ça et il y a un projet de 8, on a les championnats du monde à la maison en 2015, les Jeux de Paris qui se présagent. Enfin tu vois, il y a tout une dynamique où je me dis j'ai encore envie d'être en France et je veux me lancer dans ce projet-là et me relancer dans ce que j'avais à l'origine, ce pourquoi j'avais commencé le sport. Je te parlais de mon club à l'âge de 13 ans dans un 8 minime où c'était ça qui m'avait fait aimer le sport. Et donc j'ai eu envie de retourner à la genèse aux racines de ce pourquoi j'aimais le sport. Et donc il y a un projet de 8 en France à ce moment-là et pour moi je me dis on va effacer un peu l'ardoise et puis on va recommencer là où j'ai commencé, quoi. Et puis les choses sont pas passées comme je voulais, comme je voulais, mais aussi comme d'autres le voulaient et ça c'est encore une fois, j'ai pas envie de remuer des choses, mais j'ai pas été sélectionné dans le 8 pour des raisons qui je pense étaient au-delà de l'aspect sportif et donc à un moment donné plutôt que moi j'avais pas envie d'être rancunier, j'avais pas envie d'avoir de regrets, j'avais pas envie de me mettre le monde à dos et de les vieilles histoires revenaient alors que dans ma tête j'avais envie de recommencer frais et c'était pas le cas. Donc je me suis dit tu sais quoi, j'ai un double passeport, en ayant pris une année off et en ayant traversé l'Atlantique, finalement ça m'ouvrait mes droits à changer de pays et donc ces droits allaient se refermer si si j'allais concourir pour la France de nouveau. Et donc j'ai dit écoutez tu sais quoi, j'ai été capable de traverser à la rame, je pense que je peux traverser avec un avion. Voilà, j'ai pacté mon sac et puis je me suis retrouvé au Canada où comme je disais, j'avais envie de vivre j'étais vraiment là pour vivre l'aventure du sport, quoi, de retourner à la source, quoi, et me lancer dans cette aventure-là. Pour moi, c'était de redécouvrir mon sport de façon différente. Voilà, c'est pour ça que j'ai traversé. Ouais. Mais c'est un gros pari en tout cas. Et la question que je me posais, c'est est-ce que ta double nationalité, c'est à bercer vraiment, tu vois, ton éducation aussi, tu vois, plus jeune avant ça. Est-ce qu'il y avait aussi une envie de, je sais pas, de redécouvrir un peu tes racines et d'où tu viens et quelque chose de complètement différent? Non, complètement. C'est j'ai grandi avec une mère canadienne et un père français. Donc ça a bercé de mon éducation. Je suis franco-canadien et oui, j'ai pas l'accent d'un Québécois ou j'ai un accent en anglais quand je parle anglais, mais j'ai grandi avec cette culture d'une certaine façon et j'avais envie. Pour moi, le sport m'a ouvert cette opportunité-là de pouvoir venir découvrir mon autre pays, de pouvoir découvrir qui je suis vraiment parce que
parce que même en ayant grandi en France et en étant français, voilà, je m'estime français, bah, j'étais aussi un peu canadien, quoi. Et il y avait des choses où des fois, je me disais, bah oui, il y a une autre partie de moi que j'ai pas encore découvert, quoi. Et ça a été l'opportunité. Le sport m'a ouvert cette opportunité, cette chance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah voilà, je suis resté au Canada. Les opportunités ont continué et voilà, on pousse des portes, on en ouvre d'autres et on en ferme d'autres. Et c'est comme ça que ça marche. Ok, très cool. J'ai l'impression que en tout cas enfin professionnellement, tu fais plein de choses. J'ai cru comprendre que tu avais fait que tu avais monté une boîte d'aventure, Rowing Adventure, en tout cas là-bas sur place, que tu as un super job et tout. Comme tu l'as mentionné, tu es passé par une école d'ingénieur à Compiègne. Ça a toujours été important pour toi le double cursus ou l'après-carrière, parce que j'ai l'impression que toi, en tout cas, tu l'as super bien réussi, peut-être comparé à d'autres. Ça quoi était, enfin, quelle était ta relation à l'après-carrière déjà quand t'étais athlète de haut niveau? Bah là, déjà, la première chose que je vais dire, c'est on a la chance, et il faut le mentionner, hein, d'être, en tout cas l'aviron, la Fédération française d'aviron, de vraiment pousser ce double projet, quoi. C'est quelque chose qui fait partie Ouais. euh, du protocole presque pour être au sein de l'équipe de France. Voilà, il y a un contrat de double projet, que ce soit en faisant des études ou en travaillant après dans des entreprises. Alors avec des aménagements. Moi, j'ai travaillé quand je suis sorti de l'école d'ingé, j'ai travaillé après pour SNCF en tant que cadre opérationnel à Toulouse. Alors à mi-temps avec avec certains aménagements, mais en tout cas qui te mettent un pied à l'étrier déjà et qui te font dire aussi qu'il y a un monde après, quoi, hein, qu'on est aussi bien athlète qu'on soit dans notre monde et dans notre cocon. Il y a une réalité, il y a en l'occurrence là des trains à faire tourner, des centrales à faire à gérer ou tout simplement pour certains à être tout simplement, c'est pas tout simplement, mais voilà, il y a plein de rameurs et ou d'autres athlètes en France qui font ce double cursus, et je pense que c'est très important de le souligner. Maintenant, mon deal, moi, à l'époque, il a été très clair aussi. On parlait de valeurs avec mes parents. Le sport, ça a toujours été quelque chose qui faisait partie on a tous fait du sport dans ma famille. Encore une fois, on est 5 enfants et on a tous fait du sport et on a tous performé à relativement haut niveau, en tout cas, dans les équipes nationales ou en tant que professionnel. Et je pense que ça vient des valeurs qu'on était, et dans des sports différents. Donc je le dis aussi, hein, c'est pas que l'aviron, c'est pas que les prédispositions. Je pense qu'il y a une éthique, une approche quand on fait un sport ou quand on approche les choses qu'on fait, en tout cas au quotidien. Et le deal il était clair. Hein, mes parents sont enseignants tous les deux. C'était que voilà, le cursus scolaire, ça doit suivre, quoi. Et que même si même si le sport c'est bien, même si les régates avec les copains le week-end ou les championnats de France ou les championnats du monde ou je sais pas ce que tu fais, voilà, il y a un bulletin scolaire à la fin du trimestre. Il y a une école, il y a des choix à faire pour son école. Il y a voilà, et qu'on fait pas ça au dépit d'eux, voilà, au dépens d'eux. On le fait avec ou on le fait pas, voilà. Et c'est un peu les valeurs, quoi. Et donc moi voilà, mon deal était clair, c'est de ramener des bonnes notes pour que je puisse continuer à ramer. C'était de pouvoir aller vite en aviron pour que je puisse avoir un aménagement sportif avec mon école. C'était pour que, enfin voilà. Donc du coup, ça devient presque un jeu, j'ai envie de te dire, de faire les deux bien. Et et ça, c'est, tu vois, on parlait tout à l'heure des parents qui poussent leurs enfants. Si finalement c'est au détriment du reste, on fait pas des bons citoyens au final. On fait pas des gens, quand je dis des bons citoyens, simplement des personnes qui sont équilibrées et qui, après il y a une famille, où il y a une vie, il y a voilà. Moi, aujourd'hui, je vais au travail pour pouvoir, comme tout le monde, hein, payer son prêt immobilier et mettre à manger sur la table, quoi. Donc voilà, il y a une vie après le sport, et puis les cas de gens qui en font une carrière et qui en sont millionnaires après, il y en a pas beaucoup, quoi. Ouais, c'est vrai, effectivement, ouais. Et tu vois des choses que tu tires, en tout cas, si tu devais mettre 2 mots sur ce que tu as tiré du monde du sport et que tu as apporté dans le monde professionnel, dans ta carrière. Tu vois, moi je trouve que les entreprises misent pas assez encore sur les anciens athlètes de haut niveau, ceux qui ont très très bien réussi, mais aussi même ceux peut-être qui ont un tout petit peu moins bien réussi, qu'on n'a peut-être pas vu à la télé, mais qui ont quand même eu la rigueur et la résilience de faire des longues carrières. Toi, qu'est-ce que tu mettrais comme objectif justement sur les qualités que le sport t'a transmis pour aujourd'hui ta carrière professionnelle? Bah, moi, je pense que le numéro 1 que je mettrais devant et que je vois au quotidien, c'est vraiment ce côté
rigueur et approche de l'équipe et du tu sais, genre, ici en anglais on dit go the extra mile, mais c'est un peu voilà, c'est pas, on s'arrête pas à 5 heures, on ferme la porte. C'est pas, ça veut pas dire qu'on doit toujours faire des heures supplémentaires ou je sais pas quoi, mais c'est ce côté, bah voilà, il y a un, je travaille avec toi et on est là ensemble dans la même galère. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est peut-être les valeurs de l'aviron, hein. Peut-être que je me trompe, mais pour le reste du sport, mais moi, c'est, voilà, on est ensemble dans le même bateau, hein. Si je coule avec toi, quoi, hein. Voilà. Donc, j'ai pas forcément envie de mettre sur mon collègue quelque chose que dont j'ai envie de me débarrasser. C'est ce qu'on peut travailler ensemble pour pouvoir de façon ultime réussir ensemble, quoi, parce qu'on est dans la même équipe quand on joue ensemble. Et oui, il y a des dynamiques un peu individuelles des fois, mais ça encore une fois le sport et en tout cas l'aviron m'ont amené ça. Et je pense que globalement, voilà, comme tu le dis, on mise pas assez, les entreprises en général ne misent pas assez sur ces années de sport qui amènent enfin ça formate, ça c'est sûr. Des fois, faut déformater pour mettre dans le monde réel après, mais voilà, rigueur, esprit d'équipe, capacité à apprendre et à se remettre en question. On parle aussi, tu sais, on est moi j'ai envie de te dire, on est une catégorie socio-professionnelle en tant qu'athlète, en tout cas, voilà, on va au bout des choses, quoi. Même si c'est dur, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui pour une entreprise, même si la personne n'est pas forcément qualifiée selon la description du job qui est proposé. Ouais. Je pense que ces choses qui sont pas quantifiables, choses qui sont pas forcément délivrées avec un diplôme, c'est hyper dur à trouver, quoi. Ça se crée pas, ça se crée au fil des années, des heures d'entraînement et tout, et ça c'est déjà fait pour cette. Donc moi j'ai envie de te dire, les entreprises devraient presque même se ruer sur les athlètes et les former finalement. Si ce qui manque c'est un diplôme, voilà, si les personnes ont les capacités bien entendu à devenir ça ou ça, mais à mettre l'investissement là-dessus, parce que le reste, ça c'est de l'or en barre, quoi. Voilà. Ouais. Bon, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'espère il y aura quelques oreilles attentives à ces mots et qu'effectivement qu'on puisse aller dans ce sens-là. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Je vois que l'heure a bien tourné et que je m'étais engagé à te libérer au bout d'une heure. Parce que tu m'as dit qu'après tu avais sûrement des calls ou des meetings à faire. Donc la toute dernière question que je pose, bon, j'aurais bien aimé t'en poser 10 de plus sur ton aventure canadienne, sur la traversée de l'Atlantique et tout, mais pourquoi pas, on aura peut-être l'occasion de remettre ça plus tard. La toute dernière question que je pose, c'est de savoir, c'est un petit peu comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro. Mais c'est quel est le prochain ou la prochaine athlète de haut niveau que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour parler un petit peu éducation, pour parler reconversion, vie pro, challenge, double nationalité ou autre sujet, je ne sais pas, mais ne pas parler que de sport en tout cas. Qui est-ce que tu me recommanderais d'aller voir? Alors, il semble que, selon ce que tu viens de me dire, il faudra qu'il y ait une partie 2 pour Julien Bain, apparemment. Donc peut-être qu'il faudra qu'on fasse une suite. Mais je pense que si quelque chose quelqu'un et quelque chose que je recommande, c'est d'aller parler à Cédric Berès, mon coéquipier de longue date. On a vécu ensemble une longue carrière dans le même bateau en tant que adversaire, en tant que coéquipier. Et que voilà, on est un bon duo qui, je pense que même les interviews croisées des fois on est bon dans ce qu'on fait ensemble sur l'eau, mais on est aussi bon dans ce qu'on fait en dehors de l'eau. Et je pense que je te recommande Cédric pour sa carrière maintenant, voilà, post-aviron, mais aussi peut-être pas une idée d'interview croisée. On est un peu Laurel et Hardy ou et voilà on est complices, et je pense que ça pourrait être une bonne idée pour toi. Et pour les auditeurs. Bah cool, écoute, merci de l'idée, c'est original et écoute, avec grand plaisir. J'y réfléchis, je te fais un retour, mais ça pourrait être super chouette, ouais, pourquoi pas faire un truc à plus tous les trois d'ailleurs, ça pourrait être sympa, et de vous retourner un peu les questions, ça serait marrant. Je sais pas la dernière fois que vous avez fait ça, mais ça pourrait être fun en tout cas. Écoute, merci beaucoup Julien, c'était hyper cool, j'ai beaucoup apprécié, tu vois, parler avec toi, notamment sur ta vision de l'éducation et de toutes les valeurs du sport. On sent que c'est quelque chose qui est très fort chez toi et très spontané aussi, très naturel. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes papas et de jeunes mamans qui nous écoutent. Donc, j'espère que
tes mots vont résonner en eux et que ils feront les bons choix en tout cas pour leurs enfants. Donc ouais, ce que je dis souvent, Bart, c'est de pouvoir aborder ces sujets. Ouais, ce que je dis souvent, c'est que si les gens ont des questions, et aujourd'hui dans le 21e siècle, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, mais voilà, je suis comme beaucoup d'entre nous sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, ou voilà, je suis toujours ouvert à répondre, et voilà, j'ai pas forcément la solution, mais en tout cas partager une expérience, c'est comme ça qu'on se forme, c'est comme ça que je me suis formé et que je continue à me former. C'est voilà, on prend les informations ici ou là et on se fait sa propre idée, et voilà, c'est souvent avec des modèles ou des gens qui ont réussi certaines choses ou pas réussi d'autres choses, parce que j'ai pas tout réussi, qu'on apprend et qu'on avance. Donc merci encore pour l'occasion, c'est vraiment sympa. Très cool, merci à toi Julien, salut. Ouais, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!